7 ans, Sophie Hook campait sous une tente dans le jardin de son oncle. Mais lorsque sa famille s'est réveillée le lendemain matin, il n'y avait aucune trace de la fillette. Pris de panique, ils se sont mis à fouiller frénétiquement la maison et toute la propriété, mais n'ont pas réussi à retrouver la jeune fille. Ils ont décidé d'appeler la police, mais cet appel est malheureusement arrivé trop tard. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Nous vous invitons à vous abonner à nos 3 chaînes. Passons à l'affaire. Sophie Louise Hook était ravie à l'idée du week-end qui approchait. Nous étions le 29 juillet 1995. On fêtait le 9e anniversaire de son cousin Luc et Sophie, accompagnée de sa famille, séjournait dans la maison de son oncle Danny à Llandudno, au Pays de Galles, pour marquer cet événement spécial. Les adultes avaient décidé d'installer une nouvelle tente dans le jardin pour que les enfants puissent y passer la nuit. L'après-midi était chaud et Sophie, âgée de 7 ans, s'amusait avec ses cousins en nageant et en jouant dans une piscine gonflable. Comme il n'était pas nécessaire de porter des maillots de bain, tous les enfants s'étaient déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements pour jouer librement dans l'eau. Le jardin était protégé des regards extérieurs et les adultes veillaient en permanence sur eux. Personne n'aurait pu imaginer qu'une autre Père Dieu observait les enfants depuis l'ombre. L'arrière du jardin jouxtait un sentier envahi par une haie dense. À un certain endroit sur ce chemin, il était possible d'observer le jardin sans être repéré. Pendant que Sophie s'amusait, un homme se tenait sur ce sentier, aperçu par quelques passants. Il s'agissait de Howard Hughes, un individu qui avait déjà une réputation locale en raison de son comportement inapproprié. Howard Hughes n'était pas le célèbre milliardaire, mais un homme de 31 ans sans emploi, ayant grandi dans cette région. Howard était né avec une anomalie chromosomique rare, connue sous le nom de syndrome X-Wiliai, qui avait accéléré sa croissance et son développement par rapport aux enfants de son âge. Dès l'âge de 11 ans, il mesurait 6 pieds, soit 182 cm. À l'âge adulte, il atteignait 6 pieds et 8 pouces, soit 2 mètres et 3 cm. Bien qu'il eût 3 sœurs aînées et des parents respectés dans la communauté, Howard avait montré des comportements problématiques dès son plus jeune âge. À l'école, il était connu comme un tyran harcelant souvent des enfants plus jeunes et plus faibles que lui. Son trouble chromosomique causait également des difficultés d'apprentissage, ce qui renforçait sa frustration et alimentait son agressivité. Son comportement violent s'accentuait avec le temps, au point qu'il fut expulsé de plusieurs établissements scolaires. Son père tenta de l'inscrire dans des écoles privées, pensant que les frais de scolarité élevés empêcheraient les écoles de l'exclure. Cependant, malgré les efforts déployés, le comportement de Howard ne s'améliora pas. À 10 ans, il fut envoyé dans un internat pour enfants en difficulté scolaire, puis transféré plus tard dans une autre école privée. Même les enseignants particuliers n'avaient pas réussi à améliorer ses résultats et Howard ne décrocha aucun diplôme scolaire. Son premier sérieux démêlé avec la justice survint lorsqu'il étrangla un garçon de 7 ans jusqu'à l'évanouissement après l'avoir attiré dans une maison abandonnée. Là, il exposa ses parties génitales devant l'enfant avant de l'agresser physiquement. Le garçon, qui parvint finalement à s'enfuir, raconta plus tard à quel point Howard était anormalement fort. Il déclara « Il m'a soulevé du sol et m'a jeté par terre. Il était très fort. Il s'est allongé sur moi en serrant mes 2 mains autour de mon cou. » Le garçon fit semblant d'être mort, espérant que Howard le laisserait tranquille, ce qui finit par arriver. Une fois libre, l'enfant chercha de l'aide. À la suite de cette agression, Howard écopa d'une peine avec sursis et fut interné dans un hôpital psychiatrique à Northampton, conformément à la loi sur la santé mentale. Toutefois, ce traitement ne porta pas ses fruits. Plutôt que de changer son comportement, Howard apprit simplement à mieux se dissimuler et à éviter d'être pris. En grandissant, Howard choisissait toujours les mêmes types de victimes. Il s'en prenait aux plus jeunes et aux plus faibles.
Il affichait une attirance sexuelle envers de très jeunes enfants des deux sexes, s'exhibant devant eux et agressant des enfants âgés de seulement 4 ans. Lorsque Howard quitta la maison de sa mère pour emménager dans son propre appartement, il terrorisa la femme qui vivait dans la maison voisine. Il mettait sa musique à fond et la fixait du regard pendant qu'elle essayait de bronzer dans sa cour. La femme se sentait constamment en insécurité chez elle, convaincue que la prochaine fois qu'il la verrait, Howard lui ferait du mal. À au moins une occasion, il la menaça de violence, lui disant, je cite, « Je te tirerai une balle dans la tête avec un fusil ». Howard travaillait de temps en temps comme jardinier, mais il était souvent au chômage. Ses passe-temps consistaient à repérer des endroits propices pour observer les chambres des élèves d'un internat de jeunes filles voisins et à se tenir sous des ponts pour regarder sous les jupes des femmes qui marchaient au-dessus de lui. Toute sa vie tournait autour de la recherche de nouvelles manières d'abuser des enfants et des adolescents. La communauté locale se rendit vite compte de son comportement et les enfants de l'école voisine le surnommèrent Howard le Fou. En 1987, Howard commit une nouvelle agression sexuelle brutale sur une adolescente qu'il identifia formellement comme son agresseur en signalant le crime à la police. Il fut inculpé de viol, mais faute de preuves, il ne fut jamais condamné. L'affaire fut classée et Howard continua à suivre les mêmes schémas de comportement, tandis que ses jeunes victimes luttaient contre leur traumatisme et tentèrent de mener une vie normale. À l'été 1995, Howard recommença à observer des jeunes filles mineures. Cette fois-là, il se tenait caché dans les buissons denses le long d'un sentier envahi, non loin de la maison où se déroulait la fête. Depuis cet endroit, il pouvait entendre les conversations entre Sophie et ses cousins. À un moment donné, il entendit que les enfants prévoyaient de camper dans le jardin pour la nuit sous une nouvelle tente. Fasciné par la vue des enfants à moitié nus, Howard y vit une occasion d'attaquer. Après une journée passée à jouer et à profiter d'un barbecue, les enfants restèrent éveillés tard dans la nuit, se racontant des histoires de fantômes. Le plus jeune, le cousin de Sophie, âgé de 6 ans, prit peur en entendant ces récits et demanda aux adultes l'autorisation de dormir dans la maison plutôt que sous la tente. À minuit 40, l'oncle de Sophie vérifia une dernière fois la tente. Il vit Sophie blottie dans son sac de couchage, profondément endormie, vêtue de chaussettes roses et d'une chemise de nuit décorée de Winnie l'ourson. À 2h30, l'une des cousines de Sophie, qui dormait également sous la tente, se réveilla brièvement et aperçut Sophie, qui dormait toujours paisiblement. Ce fut la dernière fois que quelqu'un de sa famille la vit vivante. Aux premières heures du 30 juillet, Jerry Davis, promeneur de chiens âgé de 55 ans, suivait son itinéraire habituel vers la plage de North Shore. L'air était calme et la plage quasiment déserte. Alors qu'il marchait, Jerry aperçut au loin une forme blanche, qu'il prit d'abord pour une poupée abandonnée. Cependant, en s'approchant, ses chiens se mirent à aboyer nerveusement et à tirer sur leurs laisses. C'est alors que Jerry comprit avec horreur qu'il ne s'agissait pas d'une poupée, mais du corps nu et livide d'une jeune fille. Plus tard, il décrira la peau de la victime comme étant blanche comme du marbre. Jerry s'approcha du corps pour vérifier s'il y avait un signe de vie, mais il était évident que l'enfant était décédé. Il retira son t-shirt et le posa sur la fillette pour la couvrir comme avec une couverture, puis, en panique et torse nu, courut jusqu'à une cabine téléphonique pour prévenir la police. À 7h15, les cousins de Sophie se réveillèrent et remarquèrent son absence. Pensant qu'elle s'était levée tôt et était entrée dans la maison, ils continuèrent leur matinée normalement. Mais en rentrant, lorsque les autres enfants demandèrent où était Sophie, les adultes réalisèrent avec effroi qu'elle avait disparu. La famille fouilla la maison et tout le jardin avant d'appeler la police à 8h20. Les autorités firent rapidement le lien entre cet appel et la découverte, signalée plus tôt, d'un corps sur la plage voisine. Malheureusement,
Lorsque Sophie fut officiellement déclarée disparue, elle avait déjà été retrouvée morte. L'autopsie de Sophie révéla les atrocités qu'elle avait subies dans les dernières heures de sa vie. Le pathologiste, le docteur Donald Waite, compara les blessures de Sophie à celles que subissent les victimes d'accidents de la route, tant la violence exercée sur son petit corps avait été extrême. Elle présentait des ecchymoses de la tête aux pieds, ainsi qu'un poignet et une cheville fracturée. L'agression sexuelle qu'elle avait endurée avait été d'une telle brutalité qu'elle avait entraîné une hémorragie interne massive. Des traces sur son visage indiquaient qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises à la tête. De plus, elle avait des lacérations profondes sur la langue et l'intérieur des lèvres. Le docteur Waite expliqua que ces blessures avaient été causées par les propres dents de Sophie alors qu'elle mordait sous l'effet de la douleur extrême pendant l'attaque. Bien que les coups et l'hémorragie interne aient causé des blessures graves, ce n'est pas cela qui l'avait tuée. Après l'agression, l'assassin de Sophie l'avait étranglée. Le docteur Waite estima que l'étranglement avait duré plusieurs minutes. Une fois la fillette morte, son meurtrier tenta de se débarrasser du corps en le jetant dans l'océan, espérant que l'eau effacerait toute trace de preuves médico-légales. Malgré des recherches approfondies, les chaussettes roses, la chemise de nuit Winnie l'ourson et les sous-vêtements que portait Sophie au moment de son enlèvement ne furent jamais retrouvés. Les enquêteurs supposèrent que le tueur avait conservé ces vêtements comme des trophées ou les avait jetés ailleurs pour brouiller les pistes. Rapidement, des témoins identifièrent un homme qu'ils avaient vu rôder près du sentier situé à proximité du jardin où jouaient Sophie et ses cousins. Avec sa stature imposante, 6 pieds et 8 pouces, soit 2 mètres et 3 centimètres, Howard Hughes était facilement reconnaissable et avait déjà la réputation d'être un voyeur. Une femme témoigna l'avoir aperçu dissimulé dans une haie. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'il faisait, il avait prétendu chercher de l'argent qui l'aurait fait tomber. Les enquêteurs examinèrent le lieu où Howard avait été vu et constatèrent qu'il était suffisamment proche pour voir et entendre les enfants dans le jardin. Si Howard avait écouté, il lui avait été facile d'apprendre que Sophie et ses cousins passeraient la nuit sous une tente. Bien que cela n'ait jamais été formellement confirmé, la police soupçonna que, après avoir observé Sophie et sa famille, Howard avait tenté d'enlever une autre enfant. Une fillette de 6 ans qui jouait dans un parc voisin, un homme correspondant à la description de Howard avait essayé de la saisir, mais l'enfant avait réussi à s'enfuir et avait alerté ses parents. Le passé criminel de Howard, incluant le viol d'une adolescente de 14 ans et plusieurs accusations d'agression sur des enfants encore plus jeunes, convainquit la police qu'ils tenaient leur coupable. Leur conviction se renforça lorsqu'un policier révéla avoir croisé Howard à 2h55 du matin, le jour même de la découverte du corps de Sophie. Le même jour, Howard fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Sophie, dirigée par le commissaire détective Eric Jones. Ce dernier déclara aux médias « Quiconque est responsable de ce crime est un homme extrêmement dangereux, une menace qu'il faut stopper rapidement. » Comme l'avait promis Jones, l'enquête avança rapidement. Un prédateur capable d'une attaque aussi brutale risquait fort de récidiver. La police du nord du pays de Galles était déterminée à l'arrêter avant qu'il ne frappe à nouveau. Bien qu'aucune preuve médico-légale ne reliait directement Howard au meurtre de Sophie, les témoignages concordants et les éléments de preuve indirecte étaient accablants. Un témoin affirma avoir vu Howard marcher sur la route cette nuit-là, portant un grand sac. Toutefois, lorsque la police arrête un suspect sur la base de preuves uniquement circonstancielles, la décision est toujours controversée. Malgré leur conviction qu'Howard était bien l'assassin, la police dut le relâcher au bout de 4 jours. Faute de preuves suffisantes pour engager des poursuites, Howard fut immédiatement arrêté à nouveau après qu'une perquisition au domicile qu'il partageait avec sa mère révéla qu'il possédait des images pédopornographiques. Moins de 24 heures après cette seconde arrestation,
Howard Hughes fut inculpé pour enlèvement, viol et meurtre sur Sophie Hook. Jerry Davies, le promeneur de chiens ayant découvert le corps de Sophie, n'avait pas l'intention initiale d'assister aux funérailles. Mais lorsque les parents endeuillés de Sophie lui demandèrent de venir, il ne put refuser. Durant la cérémonie, on lui remit un livret contenant des photos de la fillette. En regardant la première image, pour la première fois depuis sa macabre découverte, Jerry fondit en larmes. Le procès débuta en juin 1996. L'accusation manquait encore de preuves médico-légales, si bien que l'issue reposa sur les témoignages et les preuves indirectes établissant le lien entre Howard et la mort de Sophie. L'un des témoins les plus importants fut le père d'Howard, Gerald Hughes. Ce dernier prit la décision difficile de témoigner contre son propre fils, convaincu qu'Howard avait tué Sophie. Gerald raconta au tribunal la conversation qu'il avait eue avec son fils. Howard lui avait avoué avoir tué la jeune fille. Cet échange eut lieu alors qu'Howard était en garde à vue depuis 4 jours, interrogé sans avoir avoué le crime. Gerald lui rendit visite au poste de police et lui dit, je cite, « Si je reste dans cette pièce, je dois savoir si tu l'as fait ou non. » Howard l'aurait alors pris à part, hors de portée des policiers, et lui aurait répondu « Je l'ai fait, papa, je devais le dire à quelqu'un. » D'après Gerald, Howard lui aurait ensuite révélé d'autres détails, expliquant qu'il avait observé Sophie dans le jardin l'après-midi du 29 juillet et qu'il était revenu vers 2 heures du matin pour l'enlever. Howard nia avoir forcé Sophie à quitter la tente ou l'avoir portée, affirmant qu'il l'avait persuadée de le suivre jusqu'à la plage. Là, selon lui, Sophie se serait mise à crier, ce qui l'aurait contrainte à lui couvrir la bouche jusqu'à ce qu'elle se taise. Ensuite, il l'aurait déshabillée et jetée à la mer. Toutefois, son récit n'expliquait en rien l'agression sexuelle brutale ni les graves blessures que Sophie avait subies. Jusqu'à aujourd'hui, Howard continue d'affirmer que son père a menti lors de son témoignage et que cette conversation n'a jamais eu lieu. Un autre témoin, Jonathan Carroll, fut également appelé par l'accusation. Ce soir-là, il avait vu Howard marcher sur la route en portant un grand sac. Jonathan déclara devant le tribunal qu'il avait entrevu le contenu du sac et était convaincu qu'il s'agissait d'un corps humain nu. Son témoignage fut jugé très crédible, bien que Jonathan se trouvât sur les lieux parce qu'il venait de commettre un cambriolage dans une maison voisine. Malgré cela, il choisit de témoigner par conscience morale, bien que cela signifie qu'il serait lui-même emprisonné. Lorsqu'il comparaissait, il purgeait déjà une peine pour ce cambriolage. Un troisième témoin clé, Michael Whitty, n'était pas présent la nuit où Sophie fut tuée. Mais il raconta une conversation qu'il avait eue avec Howard plusieurs années auparavant. Michael, lui-même condamné pour des infractions sexuelles sur mineurs, affirma que Howard lui avait décrit en détail une fantaisie spécifique. Enlever et agresser sexuellement une fillette de 4 ou 5 ans. Howard avait confié qu'il préférerait tuer sa victime en l'égorgeant ou en l'étranglant, ce qui correspondait à la manière dont Sophie avait été tuée. Le procureur Gerald Elias insista sur la gravité de ce témoignage, déclarant que la fantaisie d'Howard, je cite, avait été horriblement transformée en réalité. Elias décrivit le dernier jour de la vie de Sophie. Elle avait partagé un repas autour d'un barbecue et joué aux charades avec ses cousins avant d'aller se coucher sous la tente. Puis il conclut « Cette nuit-là, Sophie a été arrachée de sa tente, emmenée hors du jardin, soumise à une agression physique et sexuelle des plus violentes, avant d'être étranglée à main nue puis jetée à la mer. Ce crime était d'une telle brutalité qu'il défiait l'entendement. Les jurés écoutèrent avec horreur les détails des blessures infligées à Sophie. Une agression sexuelle ayant causé des lésions anales et vaginales, un bras brisé, probablement intentionnellement, ainsi que de multiples ecchymoses sur l'ensemble de son corps. Le procureur souligna que Sophie n'avait pas simplement été tuée. Elle avait souffert pendant de longues minutes, voire des heures,
avant d'être étranglé. Son bourreau n'avait eu aucune considération pour sa douleur, ou pire encore, avait délibérément cherché à lui infliger le plus de souffrance possible. Le 18 juillet 1996, après seulement 6 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Howard Hughes fut reconnu coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre sur Sophie Hook. Lors du prononcé de la sentence, le juge Richard Curtis s'adressa directement à lui. « Ce que vous avez fait est un acte diabolique. Votre crime est le pire cauchemar de tout parent. Aucune fillette ne sera en sécurité tant que vous serez en liberté. Ma recommandation, au vu de la gravité de votre crime et du danger extrême que vous représentez pour les jeunes filles, est que vous ne soyez jamais relâché. » Le juge Curtis condamna Howard à 3 peines de réclusion à perpétuité, une pour chaque chef d'accusation. Avant d'être escorté hors de la salle d'audience, Howard se tourna vers les journalistes et déclara « Je ne l'ai pas fait ». Plus tard, il tenta de faire appel, arguant qu'il avait été victime d'abus physiques et sexuels lorsqu'il était adolescent dans le foyer Brad Aston. Ce foyer avait effectivement été au cœur d'un scandale majeur de maltraitance d'enfants. Cependant, la Cour d'appel rejeta la demande, estimant qu'aucune raison valable ne justifiait l'annulation de sa condamnation. Lorsqu'il fit une deuxième tentative d'appel, le juge statua qu'Howard n'aurait plus jamais le droit de contester sa condamnation à l'avenir, sauf si de nouveaux éléments venaient à apparaître. Howard fut condamné à une peine minimale de 50 ans de prison, avec la recommandation du juge Curtis de ne jamais être libéré. Cependant, une question demeure. Ces crimes auraient-ils pu être évités? Pendant des années, la police locale connaissait cet homme surnommé Howard le Fou par les écoliers. Sa réputation l'avait précédé depuis son enfance. À l'âge adulte, il avait déjà été condamné 17 fois pour divers délits. Dans les années précédant le meurtre de Sophie, la police l'avait interrogé à 5 reprises pour des agressions sur de jeunes enfants. Howard possédait un lourd passé de voyeurisme et de multiples agressions sur des enfants. Il était suspecté dans d'autres affaires qui n'avaient jamais abouti en justice. Certaines de ses victimes n'avaient pas plus de 4 ans. Pourtant, avant le meurtre de Sophie, la peine la plus sévère qu'il avait reçue n'était qu'une mise à l'épreuve de 2 ans. Dans certains cas, comme le viol d'une adolescente, les charges furent abandonnées faute de preuves. Dans d'autres, les parents des jeunes victimes traumatisées refusèrent que leurs enfants subissent l'épreuve de témoigner au tribunal. L'inspecteur Eric Jones, qui avait dirigé l'enquête sur le meurtre de Sophie, déclara que rien de plus n'aurait pu être fait pour empêcher Howard de tuer. Selon lui, la police avait fait tout son possible pour surveiller Howard et empêcher qu'il ne récidive. Pour lui, justice avait été rendue. Il déclara, je cite, « Tout ce qui pouvait être fait l'a été ». Cependant, quelques mois plus tard, le ministère de l'Intérieur annonça qu'il envisageait de renforcer la surveillance des criminels sexuels ayant agressé des enfants. Malgré cela, les attaques répétées de Howard sur de jeunes enfants n'avaient pas suffi à l'emprisonner avant qu'il ne tue enfin. Ce n'est qu'après avoir réussi à commettre l'irréparable qu'il fut finalement enfermé, après avoir passé des années à essayer d'y parvenir. Bien que son arrestation pour le meurtre de Sophie ait empêché Howard de récidiver, il avait déjà laissé derrière lui des enfants brisés et traumatisés. Sophie Hook, âgée de seulement 7 ans, avait payé le prix ultime pour que Howard reste en liberté. Sa famille vit encore aujourd'hui avec le poids de la culpabilité, hantée par l'idée qu'elle n'a pas pu protéger Sophie de Howard Hughes. Ce jour-là, ils avaient pourtant surveillé les enfants pendant qu'ils jouaient dans le jardin et laissé la porte-fenêtre ouverte toute la nuit pour que les petits puissent rentrer s'ils avaient besoin de quelque chose. Mais cela n'avait pas suffi à sauver Sophie. Sa mère Julie déclara plus tard, je cite, « J'ai toujours surprotégé mes enfants. Ils n'avaient même pas le droit de traverser la rue seuls. Et pourtant, au moment où elle avait le plus besoin de nous, nous n'étions pas là. Ce sentiment ne me quittera jamais. » Howard Hughes a arraché une fillette à la vie
et briser une famille comme seul un véritable monstre en serait capable.